Alors bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Grégory Pamard pour parler notamment de ces signalements exceptionnels de la sécurité sociale. On va essayer de comprendre ce qu'il se passe avec ces multiples convocations des médecins, notamment prescripteurs, qui ont continué à prescrire des traitements qui avaient été rejetés de certaines façons par les autorités sanitaires. On va essayer de comprendre ce qui se passe et que veulent dire ces convocations où certains médecins parlent de chasse aux sorcières aujourd'hui. Déjà, il y a eu quelque chose qui était à mon sens nouveau, en tout cas que moi je n'ai jamais connu jusque-là. La sécurité sociale a le droit de faire remonter une information à l'ordre des médecins, même peut-être le devoir. Il y a quelque chose là ici de tout à fait nouveau, puisqu'en fait on sait qu'au niveau national, l'ordre a été donné aux caisses. Donc, les caisses de sécu sont regroupées par caisse plus ou moins départementale, on va dire, en tout cas par caisse locale, et toutes ces caisses locales ont fait en même temps une enquête où ils sont allés rechercher toutes les prescriptions en commun d'ivermectine et d'azithromycine. Ils ont fait des listes de prescripteurs et ils ont transmis ces listes au Conseil de l'Ordre. Ils les ont transmis, si mes souvenirs sont bons, vers juin 2022. Et donc, les conseils départementaux de l'ordre des médecins ont commencé à convoquer les médecins entre juillet, septembre pour certains, et il y a eu des convocations massives. C'est toujours préoccupant de voir que des centaines, et je pense que le terme des centaines de médecins convoqués n'est pas exagéré, faut se poser la question des motivations fondamentales. Vous parlez des signalements de la sécurité sociale. Effectivement, il y a eu des signalements de la sécurité sociale sur la base de prescription d'ivermectine, qui est pourtant un traitement qui a fait ses preuves un peu partout dans le monde, mais qui était très décrié en France. Et beaucoup de médecins ont été convoqués. Certains sont, comme par exemple récemment dans les Bouches-du-Rhône, un médecin qui était on va pas dire relaxé, contre lesquels rien n'a été retenu par le Conseil de l'Ordre des Bouches-du-Rhône, et d'autres sont embêtés pour des prescriptions d'ivermectine dont on dit qu'elles n'ont pas été faites selon les règles ORAMM, et même quand c'est inscrit au ORAMM, quelque part on leur charge des problèmes. Ça c'est sûr. Alors le mot chasse aux sorcières, j'aime pas trop, mais c'est quand même de l'acharnement sur nous, oui. Alors bon, certains médecins sont convoqués pour d'autres raisons, hein, pour avoir eu une parole trop libre, comme Perronne, professeur Perronne, qui a dit en fait ce qu'il pensait, lui. Il était tout à fait habilité à le dire, puisque s'était occupé de la politique vaccinale de la France et même de l'Europe pendant des années. Quand on parle de chasse aux sorcières, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Est-ce que c'est grave ? Alors quand on parle de chasse aux sorcières, on veut dire qu'il y a un mouvement organisé pour, dans le meilleur des cas, faire pression sur ces médecins. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne sait pas par qui. On ne sait pas qui a donné l'ordre. Non, on ne sait pas. Et à partir du moment où c'est un ordre national, il émane de quelqu'un. Je veux dire, forcément. C'est pas un hasard si tous les caisses de CPAM, les caisses primaires d'assurance maladie, en même temps, ont fait cette enquête. Et en même temps, ont transmis ça au Conseil de l'Ordre. Alors, vraisemblablement, les Conseils de l'Ordre eux-mêmes n'étaient pas demandeurs d'avoir ces listes-là, puisque même dans certains départements, il y a eu un accueil très bienveillant des médecins prescripteurs. On leur a dit, écoutez, vous avez votre liberté de prescription, c'est très bien. Il y a certains départements, ça s'est très bien passé. Donc, vraisemblablement, ça vient pas des Conseils de l'Ordre eux-mêmes, cette demande. C'est des médicaments qui ne coûtent pas cher. Je veux dire, on sait bien que la Sécu, notamment en cas de prescription abusive sur du matériel orthopédique, par exemple, qui des fois coûte plusieurs milliers d'euros, ils peuvent convoquer un médecin, enfin ils peuvent transmettre l'information. Là, on est sur des médicaments qui coûtent rien. Nous, c'est parce qu'on a prescrit, et en particulier l'ivermectine, mais même l'azithromycine. L'azithromycine, qui est un antibiotique qu'on donne dans les infections respiratoires. On nous reproche même d'avoir prescrit aussi l'azithromycine. Donc, l'ivermectine, c'est un médicament qui marche très bien. On était en guerre, c'était Macron qui l'avait dit. Donc, un médicament qui coûte rien, qui n'a pas d'effet secondaire et qui marchait très bien, en tout cas pour nous qui l'avons essayé sur nos patients. Pourquoi un tel acharnement à refuser de prescrire ces médicaments-là? Pourquoi être convoqué à l'ordre pour avoir prescrit un médicament qui coûte 7 € la boîte? Il y a une sorte effectivement de volonté des autorités publiques
qui tentent d'utiliser les ordres, et je pense que c'est pas une bonne idée, pour en quelque sorte maintenir l'aspect et la politique générale. Vous devez penser de cette manière-là. Le gouvernement a dit que vous deviez penser comme ça, vous devez penser comme ça. Et on peut mettre ça en lien avec les problèmes d'exploitation suspendus, et en tant que membre du syndicat Liberté Santé, eh bien c'est quelque chose c'est ça qui nous a amené à créer le syndicat Liberté Santé, puisqu'on s'est rendu compte que l'ensemble des syndicats ne réagissaient absolument pas et ne défendaient absolument pas les soignants suspendus, jusqu'à créer des situations absolument incroyables où les gens sont suspendus sans salaire, sans indemnité, sans possibilité de toucher les minima sociaux, les acidiques, et avec une interdiction. Il y a vraiment une manière de dire, le gouvernement exerce une action qu'on pourrait pratiquement qualifier de terroriste ou presque de chantage mafieux. Tu ne veux pas te soumettre, eh bien tu vas être à la rue, tu n'auras plus rien. Et on les convoque pour ça, alors c'est déjà un stress important. Moi je l'ai vécu, hein. Je sais quand on reçoit un courrier de l'ordre des médecins en nous disant en raison d'une affaire liée à votre exercice professionnel, nous vous prions de venir en consultation tel jour, en convocation tel jour, on se demande ce qu'on a fait au départ. Parce que sur le courrier, au départ, il n'y a rien. Mais il y a aussi, et c'est clair, une pression, une demande du Conseil national de l'ordre des médecins qui sur les conseils départementaux. Et d'ailleurs, l'ordre des médecins de Dordogne s'est ému de ça, en disant clairement que l'ordre des médecins n'avait pas à être le bras armé ou le bras de transmission des décisions politiques, et qu'il était important que l'ordre des médecins garde une réflexion du type ordinal dans l'intérêt de la médecine, dans l'intérêt des médecins, dans l'intérêt des patients. Et j'ai beaucoup aimé cet avis très récent du Conseil de l'ordre de Dordogne, qui a bien recadré les choses, c'est-à-dire l'ordre des médecins n'est pas fait pour être la prolongation des désirs du gouvernement, mais pour avoir une action dans l'intégrité de fonctionnement de la médecine. Ah ben oui, il faut même sonner l'alerte déjà bien avant, depuis le début de la crise. Depuis le début de la crise où les médecins ont été chantés, on leur a interdit de voir leurs patients, il fallait rester chez soi avec du Doliprane, interdit de soigner avec des médicaments qu'il ne fallait surtout pas prescrire, interdit de voir le bénéfice-risque pour la vaccination par exemple, de prioriser même nos patients les plus fragiles. Tout ça, ça nous a été retiré. Et voilà, de voir aussi que des médecins qui avaient eu le Covid, parce qu'ils étaient mal protégés au départ de la crise, et qui avaient encore des anticorps, étaient obligés aussi de se faire vacciner. Donc pour moi, c'était plus de la médecine, on n'était plus dans le domaine médical. Donc c'était mon cas, moi j'ai attrapé le Covid assez salement dès avril 2020. J'ai vérifié mes anticorps, bon, il fallait quand même que je me fasse vacciner. C'est comme si on disait à quelqu'un qui a eu la grippe, 3 mois après, faites-vous vacciner contre la grippe. Enfin pour moi c'était plus de la médecine. Donc voilà, d'où mon refus de me faire vacciner, mais c'est un petit peu le haut de l'iceberg ça. La nouveauté et le côté exceptionnel de la chose, c'est qu'on n'est plus dans des affaires qui concernent une seule personne, comme c'est le cas par exemple dans les affaires qui me concernent moi. On est vraiment dans une entreprise nationale, organisée. On peut se poser la question, qui a donné cet ordre? Qui? Ça on le sait pas. Et puis surtout, ça entraîne une certaine pression, quoi. C'est-à-dire que dans les médecins qui ont été convoqués pour ces prescriptions, il y a des médecins qui n'avaient jamais eu de soucis, même la plupart n'avaient jamais eu de problème avec l'ordre de leur vie. C'est monsieur tout le monde, quoi. C'est pas le médecin anti-vax, c'est même pas le médecin qui a arrêté de travailler. La plupart travaillent encore aujourd'hui. Donc, soit ils se sont fait vacciner sous la pression, sous l'obligation, ou soit ils se sont fait vacciner parce qu'ils croyaient en la vaccination. Mais on n'est pas dans des médecins farfelus, quoi. Vraiment pas. Non. Et c'est intéressant parce que c'est aussi une autre manière d'appliquer cette doxa. Vous devez vous faire vacciner. Si vous ne vous faites pas vacciner, vous êtes mis dehors et vous êtes jeté dans la pauvreté, jeté dans l'exclusion sociale et confronté à des difficultés personnelles et des choix cornéliens. Et donc c'est une autre manière d'appliquer et c'est intéressant parce que partout dans l'Europe,
tous les soignants sont suspendus, ont été réintégrés partout. On l'a vu en Allemagne, on l'a vu en Grèce, on a vu à New York où ils étaient réintégrés avec paiement des salaires de retard, ce qui devrait être, la norme devrait être réintégré, paiement des salaires de retard, prime de nuisance et excuse du gouvernement. On a vu que ça s'est produit en Alberta où la Première ministre a présenté les excuses du gouvernement aux soignants suspendus. Et donc, on voit, il y a même certes la ministre déléguée à la Santé qui a dit que c'était, en quelque sorte, je ne sais plus ces termes exactement, mais c'est des fortes têtes, il ne faut pas les réintégrer. Le simple fait, la motivation pour ne pas les réintégrer, c'est vous avez osé résister. Vous avez osé dire non à la dictature, en quelque sorte. On est aux pires heures de la Stasi ou des heures staliniennes ou des goulags. Et après, ça va bientôt faire 3 ans depuis le début de la crise Covid, Oui. ça fera 3 ans en mars, et plus 15 mois de suspension depuis 1 an ou 3 ans. Vous êtes convaincu toujours autant Encore plus. Encore plus. Ah oui, moi je suis encore plus convaincue qu'on a fait le bon choix avec mes confrères et tous ceux qui ont refusé ces injections qui ne sont pas des vaccins d'ailleurs, ce sont des injections, parce qu'en fait tout nous donne raison maintenant, tout nous donne raison. Les effets secondaires, alors ça moi j'en ai vu énormément d'effets secondaires, j'en ai déclaré énormément. Liés à la vaccination ? Oui, liés à contre la le vaccination. Covid-19. Ah oui, tout à fait. On ne parle pas des autres vaccins, on parle que... Ah oui, moi je suis pas du tout anti-vaccin primaire. Hein. Les autres vaccins, je les fais. Je faisais les vaccins aux bébés. Moi je suis à jour de mes vaccins. Non, c'est vraiment ces injections-là. Moi j'ai vu, j'avais des patients dans 2 maisons de retraite locales. J'ai bien vu, ils étaient dans les premiers à être vaccinés, les personnes âgées. Après la 2e injection, ils étaient tous malades. Donc moi, dès le début, j'ai vu que ça ne protégeait pas du tout de la transmission ni de la maladie. Mais on nous l'aurait demandé. Bon, mais non. Mais pour nous, c'est une évidence. Qu'est-ce que veulent dire ces convocations pour les médecins ? Qu'est-ce que les médecins risquent aujourd'hui avec ces convocations ? Alors quand on est convoqué, au départ rien. C'est ce qu'on appelle la plupart du temps un entretien confraternel. C'est-à-dire qu'on va arriver au Conseil de l'Ordre, on va voir 1 ou 2 confrères qui vont nous accueillir plus ou moins bien et à la fin, il y aura un rapport, très, très administratif. Il y a un rapport qui est fait en séance plénière du Conseil de l'Ordre et il est décidé soit de ne pas poursuivre les médecins, comme ça a été d'ailleurs le cas la plupart du temps. La plupart de mes confrères qui ont été convoqués finalement n'ont pas de poursuite, mais certains ont reçu par exemple un courrier quelques semaines après en disant nous n'engageons pas de poursuite contre vous, mais nous vous rappelons que ces médicaments ne doivent pas être prescrits dans le cas de la Covid. Donc il y a quand même ce petit côté rappel à l'ordre un petit peu. Petit côté, mais on vous tape sur les doigts. Mais attention, parce qu'il va vous arriver des bricoles. Et c'est ce que les médecins retiennent, en fait. C'est des menaces selon vous, pour le futur ? Je ne sais pas si c'est des menaces, mais elles sont vécues comme telles. Je pense que beaucoup de médecins commencent à réaliser la chose. Commencent à réaliser qu'on leur a pas forcément dit la vérité, et que les fameuses autorités, haute-autorités, ceci, haute-autorité, cela, qui ont régulièrement été dissoutes parce qu'elles n'avaient pas, depuis le Mediator ou le sang contaminé, elles changent de nom régulièrement, parce que chaque fois qu'il y a un scandale, on change de nom, on laisse les mêmes personnes, et ils continuent à fonctionner de la même manière. Donc je m'attends à ce que la HAS et la NSM changent de nom dans 2 ou 3 ans. Hein. Ça c'est sûr, et en disant oui, on va changer de nom, on va refaire une réforme, mais on aura les mêmes choses, c'est-à-dire le même niveau de corruption par l'industrie pharmaceutique. Tant qu'on n'arrêtera pas la corruption du ministère et des hautes autorités de santé par l'industrie pharmaceutique, on ne réglera pas le problème. Corruption qui est une corruption systémique, comme nous le dit très bien Jean-Dominique Michel. C'est pas je te donne un paquet de billets et tu fais ça. Non, c'est un ensemble général de pression qui fait que si vous n'allez pas dans le même sens, vous n'aurez jamais de carrière. Et les ordres ne sont pas faits pour appliquer la politique dangereuse d'un gouvernement. Moi, je pense que l'institution ordinale est une institution qu'il faudrait conserver, mais dans le code de déontologie, il est noté que on doit défendre l'indépendance de la profession. Ça veut dire qu'en fait, quand on est face à notre patient, il ne devrait y avoir personne d'autre. On ne devrait pas avoir peur que l'ordre vienne nous taper sur le doigt à partir du moment où on a bien fait notre travail, c'est-à-dire où on a informé notre patient et où c'est lui qui a fait son choix. Pas nous, lui. Après, chaque département, chaque conseil départemental de l'ordre a agi différemment. Y en a, ils ont convoqué parce qu'on leur demandait, c'est la Sécu qui nous a dénoncé, faut quand même le savoir. On nous demandait... Les patients ne dénoncent pas les médecins ? Non. Non, au contraire, ils sont tellement contents d'avoir ça. Ah oui, ça, vous savez, on m'a appelé de France entière et même de l'étranger,
pour faire des ordonnances d'ivermectine. Ouais. Vous, avant le Covid, vous me disiez avant cet entretien que vous aviez prescrit de l'ivermectine, par exemple. Bah, pour la gale, bien sûr. Oui, et ça oui. s'était passé comment? C'était que pour la gale, oui. Et ça oui. s'était passé comment pour les patients, cette prescription? Bah, y a aucune raison que ça se passe mal. C'est un médicament de gale, point. Donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Là, ils ont bien vu qu'on ne le prescrivait pas dans la gale. Donc voilà, il fallait remettre les points sur les i. Justement, c'est ça que je ne comprends pas dans la démarche de la Sécu. C'est que la Sécu nous brime, nous punit, veut nous punir parce qu'on a prescrit d'ivermectine. Je pense qu'ils auraient plutôt dû mettre leur énergie, puisqu'ils ont accès à toutes les données de mes patients, à aller voir ce qu'étaient devenus mes patients. Combien j'ai eu de patients qui ont atterri en réanimation? Quasiment pas. Sauf certains qui étaient venus me voir trop tard, justement. Mais j'ai pas eu de patients en réanimation. Combien j'ai eu de décès? Eh ben, j'ai eu une dame en insuffisance rénale de 92 ans, vaccinée en plus. Mais voilà. Donc, mais c'est ça que je comprends pas, c'est qu'on dirait qu'ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas étudié. Il suffisait d'aller voir ce qu'étaient devenus nos patients, à tous ceux qu'on prescrit l'hydroxychloroquine, l'ivermectine et l'azithromycine, ce qu'étaient devenus nos patients. C'est ça la science. C'est ça l'étude des données sur le terrain. Ben, ils auraient vu que franchement, nos patients se portaient très bien. Et pourquoi une telle démarche après? Pourquoi nous accuser après si eux-mêmes avaient pu constater que ça allait beaucoup mieux avec ces traitements-là? On pourrait penser que ces convocations ont un sens de venir discuter pour faire évoluer la science. Comment est-ce que vous les voyez aujourd'hui? Alors, ça pourrait l'être. D'expérience, malheureusement, souvent c'est pas le cas. Moi, la première fois que j'ai eu une convocation au Conseil de l'Ordre, je me suis dit, c'est pas confortable, mais au moins ce sera l'occasion d'aller parler avec eux, de pouvoir échanger. Peut-être de pouvoir les toucher, peut-être qu'ils puissent se rendre compte que le docteur Pamard, on n'est pas d'accord avec lui, mais il n'est pas complètement cinglé. Et parfois c'est comme ça. La dernière fois que j'ai été convoqué au Conseil de l'Ordre, j'ai l'impression qu'on est sorti de là en se disant, on n'est pas d'accord, mais moi j'ai compris un petit peu ce qu'ils pouvaient penser, et je crois qu'ils ont peut-être compris un petit peu ce que je pouvais penser. Alors là, moi je ne peux pas parler pour les autres Conseils de l'Ordre départementaux, parce que je sais que ça s'est passé très différemment selon les conseils de l'ordre. Il y en a certains, comme dans les Bouches-du-Rhône, ils ont décidé de ne poursuivre personne, de ne pas être complices de ça et de rien avoir là-dedans. Donc ça, c'est quand même très encourageant pour nous. Je dirais que c'est variable. Dans le pire des cas, comment ça se passe? Dans le pire des cas, ils doivent rendre des comptes, ils se font sermonner pour être ramenés dans le droit chemin. Vous n'aviez pas le droit de donner de l'ivermectine, ce n'est pas reconnu par le ministre de la Santé. C'est reconnu partout dans le monde, ça a sauvé des millions de personnes, mais ce n'est pas reconnu par le ministre de la Santé en France, donc vous devez rester dans le droit chemin. Donc il y a un côté, vous êtes des brebis égarées, nous sommes dans le bon droit et nous allons vous remettre dans le droit chemin. La première fois que j'ai été convoqué au Conseil de l'Ordre, on était plus dans une relation un petit peu d'élève au professeur, quoi. On était là clairement pour me taper sur les doigts. Une des conseillères qui était présente a dit oh mais quand même vous êtes médecin, vous pourriez réfléchir un petit peu. Voilà, on est dans la vexation, on est dans la posture d'autorité. Je peux très bien parler de la forme. Quand vous arrivez d'abord sur la convocation, il n'y a pas de motif de convocation. Donc on ne sait pas pourquoi on est convoqué. Alors je l'ai demandé quand même et on m'a répondu 48 heures après. Mais pour préparer une défense, c'est quand même un peu court. Après vous arrivez, vous attendez dehors, il était 9h du soir, je vois pas trop la confraternité là-dedans. Et après vous déboulez dans une salle où il y a 18 médecins masqués et qui refusent de décliner leur identité. Ça m'a énormément choquée. Je leur ai dit, écoutez, qui êtes-vous? Parce que ils viennent de tout le département, j'en connaissais peut-être certains. Hein. Vous savez, quand vous avez affaire à des gens masqués, vous les reconnaissez pas bien, puis en plein stress comme ça, d'arriver dans une salle, dans un tribunal. J'ai dit, donnez votre nom. Non, on va pas perdre notre temps à ça. Je dis, mettez au moins un petit carton avec votre nom, puis vous mettez ça devant vous. Non, pas du tout. Voilà, et puis tout de suite, c'est une agression, tout de suite. Donc là, je parle pour moi. Peut-être que les autres médecins n'ont pas eu un tel
une telle, je pense qu'on peut parler quasiment de haine, de rejet, ah oui, ça a été vraiment, vraiment affreux. Puis on vous reproche, donc, alors que ça fait 15 mois que vous ne travaillez plus. Une autre fois, ils ont eu avec moi plutôt une posture administrative. Vous savez, Amtssprache, le langage bureaucratique, où voilà, on essaie de rester factuel, voilà, on s'intéresse, on essaie d'aller fouiller un petit peu l'air de rien quand même, mais on reste factuel. Et à la fin, quand je leur demande les suites qu'ils vont donner à cette affaire, eh ben on me répond c'est pas nous. Nous, on va juste faire un rapport. D'autres fois, il y en a des retours de gens qui nous disent oui, nous avons un véritable débat avec des gens qui étaient ouverts, qui ont écouté ce que nous avons dit, et donc on voit un petit peu de tout. Hein. Et quand je vous cite les convocations au niveau de la Dordogne, au niveau de Rhône, du département du Rhône, il y a des endroits où c'est ouvert. Donc on a des choses qui sont un peu variées. Moi, je souhaiterais que tout ça, ça se transforme en un véritable débat scientifique, parce que nous sommes des médecins. Nous sommes des scientifiques, et nous sommes des scientifiques praticiens qui sommes d'abord et avant tout intéressés au traitement et à la solution pour nos patients. C'est pas le but c'était de soigner, quoi, de soigner les malades. Moi j'ai toujours eu des bons contacts avec mes patients, j'essayais de faire une médecine assez humaine, j'ai une orientation homéopathique. Je faisais de la mésothérapie, ça marche très bien aussi ça, il n'y a plus personne à Noyon qui fait ça. Moi, j'ai l'impression que c'est cette vision humaine du médecin qu'on veut faire disparaître absolument. Voilà, il fallait absolument vaccin, et donc surtout ne rien faire, attendre les vaccins, et une fois que les vaccins sont là, il n'y avait plus que ça, c'est le vaccin sauveur, il n'y avait plus que ça qui existait. Sur le site TPMD, touche pas à mon doc, tpmd.fr, on relève des témoignages de patients. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont vécu. C'est comme ça qu'ils ont vécu les choses. Il y a beaucoup de patients qui le disent, qui ont vu des médecins leur dire je vous donnerai pas ces traitements parce que je veux pas avoir de soucis. On en est là. Donc la liberté de prescription, est-ce qu'elle est respectée? Non. Et ça, c'est grave. Nous avons un groupe au syndicat qui est consacré au conseil et au regroupement des médecins qui sont convoqués, et de tous les échos que j'ai eus, mais bon, je n'ai pas eu d'écho disant que c'était des patients qui s'étaient plaints. Ça peut être des confrères, mais la plupart du temps, c'est soit la Sécurité sociale, soit les ARS, soit l'ordre national à la demande du gouvernement. Et alors, dans ces cas-là, qui est à la tête de ces demandes, si ça venait de la Sécurité sociale La Sécurité sociale obéit à qui? Aux ARS. On a eu l'impression avec la suspension, parce que moi aussi je suis suspendu, eh bien on a vraiment eu l'impression que les ARS gouvernaient, et que des fois même on a eu l'impression de certains coups que les ordres obéissaient aux consignes de l'ARS, ce qui n'est pas du tout normal, mais on avait l'impression que effectivement il y avait l'ARS à demander, du coup l'ordre exécute, alors que c'est pas, l'ordre doit rester une autorité indépendante dans l'intérêt des médecins. Et des accointances avec l'industrie pharmaceutique. Qu'il y ait au plus haut niveau des corruptions, ça ne nous regarde pas. Nous devons maintenir notre objectif de soins et d'intégrité. Ça, c'est absolument fondamental. Et le jour anniversaire de ma suspension, le 15 septembre 2022, j'étais convoquée au Conseil de l'Ordre. Comme si ça ne suffisait pas, quoi. Ça fait 1 an qu'on n'a plus le droit de travailler, que j'ai laissé 1500 patients sur le trottoir dans une ville qui manque déjà énormément de médecins. Il y en a encore d'autres qui vont partir en retraite, là. Et en plus, vous êtes convoqués au Conseil de l'Ordre. Enfin, imaginez. Alors que vous avez tué personne, et au contraire, je pense que j'ai sauvé des vies. Pourquoi est-ce que ce sont beaucoup plus les médecins libéraux, finalement, que nous avons eu l'opportunité d'interroger, qui se sont exprimés en général par rapport aux médecins d'hôpitaux ces dernières années? Les médecins d'hôpitaux, d'abord, ils voient des gens qui ont le Covid, qui arrivent beaucoup plus tard dans l'histoire de leur maladie, qui arrivent au moment de la réanimation, pratiquement, enfin, ou dans des services déjà de soins critiques, justement parce que les patients n'ont pas été soignés. Hein, parce que bon, ça c'est important. Je pense que si on avait soigné vraiment, eh bien les patients ne se seraient pas retrouvés en soins critiques. Donc eux, ils ont des protocoles qu'ils doivent suivre, et je pense pas que l'ivermectine en fasse partie. Je pense que ce qui est important, j'avais commencé à le dire tout à l'heure, quand on ne fait pas, quand par exemple on évoque
les risques de tel ou tel problème. Effets secondaires vaccins, vaccine shedding, effets secondaires au niveau gynécologique. Eh bien, quand on n'aborde pas ces risques ou ces faits comme les effets secondaires au niveau gynécologique, eh bien, d'abord, ça laisse les gens dans l'inquiétude. Les femmes qui ont des effets secondaires, des troubles de règles, des aménorrhées ou des règles à 75 ans, restent dans l'inquiétude. Et quand leur médecin dit non, ça n'a à voir à rien, ça ne les rassure pas. Donc, lancer une alerte n'est pas inquiétant pour une population. Lancer une alerte permet de trouver des solutions et les solutions, c'est rassurant. Et c'est intéressant parce qu'on a beaucoup lancé d'alertes et on a beaucoup coopéré avec Où est mon cycle sur le fait de lancer des alertes. Beaucoup de médecins ont lancé des alertes et j'ai participé aux médecins qui ont lancé des alertes là-dessus. Et du coup, ça a été reconnu par l'Agence européenne du médicament et du coup, on peut essayer d'imaginer des traitements et déjà dire aux femmes, attention, c'est logique, c'est la conséquence des injections, donc peut-être que déjà, je sais déjà ce que c'est. Et puis, avoir posé un diagnostic, avoir évoqué un problème, avoir refusé de mettre la poussière sous le tapis, eh bien, fait qu'on aborde la chose, fait qu'on peut chercher un traitement. Et le but fondamental de la médecine, c'est accueillir les gens, les écouter, faire un diagnostic et trouver un traitement. Si on ne veut pas voir le problème, on ne peut pas trouver de solution. Ça ne veut pas dire que quand on a vu un problème, on a la solution, mais au moins on peut commencer à la chercher. Et ça, c'est très important. Vous pouvez aller sur transparencesanté.gouv.fr et là, vous allez pouvoir consulter ce que officiellement les médecins ont reçu des laboratoires sur les dernières années. Alors, on ne sait pas le faire pour nos députés, mais on sait le faire pour les toubibs, donc ça, c'est génial. Et vous pouvez y aller, vous pouvez regarder, je sais pas, Dr Debré, Karine Macron, vous allez regarder qui vous voulez. Et vous vous rendez compte effectivement que ça chiffre des fois en centaines de milliers d'euros. C'est difficile d'être tout à fait objectif quand on a reçu 200 000 euros de l'industrie pharmaceutique. Et pour des choses, attention, c'est justifié, c'est pour donner des conférences, etc. Donc c'est pas pour rien, c'est pas du travail fictif. N'empêche que c'est difficile de rester objectif. Donc après, il faut démystifier un truc. Le généraliste, dans son cabinet, il reçoit rien de l'industrie pharmaceutique. Hein. Si on a un stylo, c'est déjà très bien, et encore, ça devient difficile d'avoir un stylo. Donc les médecins généralistes ne sont pas trop touchés par non, eux, ils y sont allés en toute bonne foi, quoi, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut comprendre, c'est pas de la corruption massive. Il y a peut-être quelques personnes qui se laissent influencer parce qu'ils touchent beaucoup de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi pas? On sait que la Société française d'infectiologie, par exemple, a reçu beaucoup de subventions de Gilead. Très bien, ça permet de fonctionner, c'est grâce à ça qu'ils font des beaux congrès où ils donnent des recommandations. Peut-être que c'est nécessaire, peut-être, n'empêche que on peut se poser la question de derrière, de savoir est-ce qu'il n'y a pas, même un peu malgré nous, une contrepartie. On a ce vieil adage en médecine qui dit petit cadeau, grandes obligations, ouais. Un patient qui vous demande une prescription qui est pas tout à fait légitime, il vous demande de faire une ordonnance pour sa grand-tante à son nom à lui, et puis il arrive après avec un petit cadeau pour vous remercier, vous vous dites, en fait il m'a acheté. Avec les labos, vous pouvez vous le dire aussi. Et donc, il y a certains médecins de plateau, peut-être effectivement, qui ont manqué d'objectivité, peut-être, mais la plupart des généralistes qui sont pro-vax, qui ont des fois même forcé leurs patients, en tout cas c'est les témoignages qu'on a, eux, ils le font en toute bonne foi et ils pensent qu'ils sauvent le monde. De voir que non, c'est pas normal, ce qui se passe, c'est pas normal. Donc une autre dame qui m'a appelée chez elle parce que elle allait pas bien, elle toussait, elle avait plus d'appétit, elle était épuisée. Et moi, je suis plus son médecin traitant. Hein. Donc elle avait déjà vu 2 médecins, elle était allée 2 fois aux urgences. Hein, et on lui avait dit, vous faites une bronchite, antibiotique, au revoir madame. Moi, je suis allée la voir, je l'ai auscultée et je l'ai interrogée. Hein, et j'ai bien vu que c'était pas du tout une bronchite qu'elle faisait. Elle était en train de faire une poussée d'insuffisance cardiaque. Donc voilà, donc j'ai été obligée d'insister auprès de son nouveau médecin, qui était peut-être pas content. Bon, je peux comprendre qu'il soit pas content que je lui dise ce qu'il avait à faire. Surtout moi, médecin suspendu. Mais bon, effectivement, elle a été hospitalisée, elle est encore à l'hôpital, là. Je suis allée la voir cette semaine. Une poussée d'insuffisance cardiaque. Elle était, les poumons noyés. Mais personne n'a vraiment ausculté, personne n'avait regardé vraiment son bilan sanguin, qui était évident. Donc, je sais pas, je trouve que on est quand même un peu dangereux dans la médecine. Alors je jette pas la pierre à mes confrères parce qu'ils font ce qu'ils peuvent,
ils sont beaucoup moins nombreux, ils ont 3 minutes par personne et encore, mais je pense qu'on ferait des économies à faire des bons diagnostics tout de suite. Et ça, voilà, regardez ce qui se passe, interrogez. Je pense que c'est une question de qu'est-ce qu'on veut comme médecine maintenant? Est-ce qu'on veut une médecine humaine qui écoute les gens? Parce que maintenant, les médecins n'ont plus le temps d'écouter les gens. Et vous écoutiez avant d'être suspendu dans vos fonctions? Oui, je pense. Enfin, c'était vraiment dans mon désir, oui. Vous recherchiez ça en tout cas? Comment? Vous recherchiez ça en tout cas? Ah oui, oui, tout à fait. J'ai encore des patients qui me font des petits messages, qui m'appellent. On vous regrette énormément. Bon, ça fait plaisir parce que à la fois ça fait plaisir et puis à la fois on se dit c'est d'autant plus complètement incohérent quoi. Mais bon, voilà, j'aurais pu faire d'autres choix, j'aurais pu me faire vacciner, j'aurais pu même, bon, faut pas se leurrer, mais il y en a énormément qui ont trouvé d'autres systèmes. Hein. Et c'est une forme de résistance. Moi, j'ai pas voulu le faire parce que j'ai voulu vraiment être dans la résistance vraiment jusqu'au bout. Et je pouvais me le permettre puisque j'étais à 3-4 ans de la retraite. Donc, je me suis dit, si moi je le fais pas, c'est pas l'aide-soignante qui a ses enfants à nourrir qui va pouvoir le faire. Donc moi je vais le faire. Voilà. Tant pis, je vais prendre ma retraite un peu tôt, mais bon, je vais être dans la résistance jusqu'au bout pour les défendre eux. Sur les médicaments conventionnels, on n'a plus beaucoup de recherches parce que ça rapporte probablement pas assez au laboratoire. Donc oui, je pense quand même que aujourd'hui, un laboratoire, la première question qui se pose quand il va sortir un médicament, c'est combien est-ce que ça va pouvoir me rapporter? C'est la première question. Et donc, quand on a un vieux médicament qui peut marcher, peut-être que ça les met mal à l'aise. Peut-être. Qui ça, les autorités sanitaires? En tout cas, l'industrie pharmaceutique. Qui a un impact sur les autorités sanitaires? Les médecins se posent la question? Il y a 2 jours, on apprend que la NSM est mise en examen dans le cadre de l'affaire du lévothyrox. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. En gros, il y a 5 ans, le lévothyrox a changé du jour au lendemain de formule et de packaging. Et on a dit à tous les patients, la seule chose qui a changé, c'est la boîte. Le médicament est toujours le même. Et donc, c'est pour ça que la NSM est visée pour tromperie, parce qu'il y a eu un mensonge. Et donc, il y a des patients qui ont été extrêmement mal suite à ce changement, avec des gros effets secondaires, et au bout d'un moment, on a dit, non, effectivement, on a changé les excipients. Tout ça pour revenir à nos moutons et dire que, il y a, en tout cas, l'Agence nationale de sécurité du médicament a déjà eu dans son passé, des moments où on peut se poser la question d'une neutralité pure. Qui est à l'origine de cela? On a parlé de la sécurité sociale, mais du coup, qui voit donc la sécurité sociale? Racontez avec vos mots comment se passe les dénonciations de la sécurité sociale. Et dans un second temps, ma question est qui est derrière cela? C'est la sécurité sociale, c'est vague. Qui est derrière cela? Voilà, ce sont les 2 questions. Écoutez, il faudrait d'abord que nous, on le sache, puisque je vous dis, sur ma convocation, il n'y avait rien. Donc c'est le Conseil de l'Ordre qui m'a dit que c'était la Sécu qui m'avait dénoncé. Et ça fait mal au cœur aussi, parce que la Sécu, on la voit tous les 3 mois. Enfin, ils demandent à nous voir tous les 3 mois pour un entretien. Et le médecin n'est pas obligé d'accéder à cette demande. Moi, j'ai toujours accepté de les recevoir. Parce que c'est un partenaire, parce que c'est intéressant de discuter avec des partenaires. C'est sûr que ça prend une demi-heure. Les médecins n'ont plus une demi-heure à donner des fois. Mais pour moi, c'était fondamental. J'ai toujours eu des entretiens très humains, très fraternels avec ces dames de la Sécu, là. Et donc, je comprends d'autant moins. Parce que là, ils ne sont pas venus vous voir. Non. Vous avez toujours accepté de les recevoir. Là, ils vous ont juste dénoncé et donné en audition. Sans me le dire. C'est ça que je comprends pas. Ils m'auraient convoqué, ils m'auraient téléphoné, ou ils m'auraient dit, écoutez, on voit que vous passez beaucoup d'ordonnances d'ivermectine, voilà, pourquoi, Vous auriez voulu qu'ils prennent 30 minutes avec vous? Évidemment.
bah, évidemment, avant de me dénoncer comme ça. Hein. Alors tout est, vous voyez, je pense que c'est l'État qui a derrière, mais j'en sais rien du tout. Je pense que c'est l'ARS, donc l'État. Donc l'État se défoule sur l'ARS, qui se défoule sur la Sécu, qui se défoule sur le Conseil de l'ordre, puis c'est au Conseil de l'ordre de donner de porter plainte ou pas contre le médecin. L'ARS, pouvez-vous rappeler pour les auditeurs Alors l'Agence régionale de santé, c'est l'ARS qui m'a envoyé ce courrier dramatiquement violent au mois d'août 2021. Ouais. En plein mois d'août 2021, il y a beaucoup de gens dans les bureaux de l'ARS, sans doute le 19 août. Voilà, d'une violence extrême. Justifier, ne plus avoir le droit d'exercer ma profession, des contrôles, vous devez être en mesure de produire un certificat vaccinal, toute poursuite d'activité donnera lieu à des sanctions pénales. Vous vous rendez compte, vous recevez ça au mois d'août 2021. Vous dites, qu'est-ce que c'est que cet État maltraitant ? C'est de la maltraitance de médecins. Hein, surtout qu'il n'y a pas un merci pour notre gestion de crise. Ça faisait quand même là 18 mois qu'on gérait la crise. Non, ce sont que des menaces, des contrôles. Ça aussi, ça m'a énormément... Je me dis, un État qui s'adresse comme ça à ses médecins, c'est qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'État. Comment vous voyez-vous, qu'espérez-vous dans le futur ? Quel idéal espérez-vous sur le futur à long terme ou le futur à court terme ? Ouais, bah c'est pour ça que le message que je voudrais porter, c'est un message en fait plein d'espérance, parce que de plus en plus de gens quand même commencent à sentir que ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est pas normal. Moi, je suis pleine d'espérance, hein, parce que je vois que en fait tout nous donne raison sur la transmission, sur tout, hein, même des médecins de plateau comme Kierzek qui dit que en fait, il faut nous réintégrer parce qu'on avait raison. Donc ça c'est encourageant pour nous. Et puis, de faire un choix sur quelle humanité on veut pour demain. Pour aujourd'hui déjà, mais aussi pour demain. Voilà. Donc une humanité où tout le monde se surveille, où il y a des restrictions de liberté, ou une humanité de lien. Je pense que les médecins précédents ont dû vous parler beaucoup de ça, de refaire du lien, de refaire une médecine plus naturelle, faire une médecine plus de prévention, comme je disais, c'est-à-dire qui s'occupe aussi de l'alimentation, du sport. On a parlé un petit peu de sport, la promenade en forêt, mais le sport, c'est quand même un facteur très... contre les facteurs de risque très important, l'alimentation. On n'a pas parlé, on a remarqué que oui, ceux qui étaient les plus gravement atteints, c'était les obèses et les diabétiques. Voilà, on a remarqué ça, point. Si, on va vacciner plutôt les obèses et les diabétiques, puis les personnes âgées, mais point. Non, mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter ? Il faut se projeter un petit peu dans un court, moyen terme, et même long terme, mais qu'est-ce qu'on fait pour nos modes de vie? Quel mode de vie on veut? Qu'est-ce qu'on fait pour... ça rejoint beaucoup l'écologie, je trouve. Moi, c'est le genre d'écologie dont j'aime bien entendre parler. L'écologie, en fait, c'est qu'est-ce que je respire, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qu'il y a autour de moi, comment je vis avec mon entourage, comment je respecte les animaux aussi, la biodiversité. On n'a pas beaucoup parlé dans le Covid des animaux qui sont vecteurs de virus, hôtes des virus, et qui ont eu sans doute une part, qui ont toujours dans l'histoire des virus, une part importante. On n'en parle jamais. Professeur Raoult a parlé des visons de Mayenne. Mais est-ce qu'on a étudié ça? Est-ce qu'on a vacciné des visons, par exemple? C'est peut-être poussé un peu loin, mais il faut qu'il y ait un rapport aussi entre les vétérinaires et les médecins. Il faut travailler main dans la main, il faut avoir une vue quand même
beaucoup plus. Il y en a qui parlent de One Health, une seule santé, que tout est lié. Ça, c'est important de comprendre que tout est lié. C'est pas, tiens, un obèse, il fait un Covid, on va le vacciner, et puis point, on passe à autre chose, non. L'enjeu, il est oui, faut bien se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens sont aussi mal. Et en particulier depuis 2 ans. Depuis 2 ans, c'est révélateur. Je veux dire, sur l'obésité, sur la dépression, sur les suicides. Ça, on a des données là-dessus. La santé, j'aime bien rappeler cette définition de l'OMS à sa création avant qu'elle soit corrompue. La santé, c'est l'état de complet bien-être mental, physique et social, et pas uniquement l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc le bien-être social, c'est la santé. Faire des barbecues avec vos amis, c'est de la santé. Mais ça, on l'a complètement oublié. Quand on vous demande de porter un masque, de pas sourire aux gens, pourquoi ? Pour pas tomber malade. Je préfère tomber malade. Quand on a fait des enterrements à 10 et en visio, quoi. Waouh! Elle est où notre humanité? Et puis voilà, à force d'avoir peur de mourir, on a vraiment arrêté de vivre. Et ça fait 3 ans bientôt. En mars, ça fera 3 ans. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va dire stop? Et donc l'enjeu à un moment, c'est de quitter effectivement cette masse, quitter ce narratif, et pour se retrouver soi. Il y a aussi eu beaucoup de groupes qui se sont montés, beaucoup de communautés qui se sont montées parce qu'ils étaient rejetés. Je veux dire, les soignants suspendus, oui, il y a des communautés de soignants suspendus qui sont rejetés et qui vont chercher à se rassembler pour avoir moins peur peut-être, pour être un petit peu moins seuls. Mais le problème, c'est que dans toutes ces communautés-là, on retrouve exactement les mêmes travers que dans le monde parce qu'il n'y a pas eu un mouvement vraiment de conversion. Depuis qu'on est gamin, on nous a appris à coller à l'image. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les conseils de l'ordre. Oui, ils veulent nous faire rentrer dans le droit chemin. Parce qu'il y a une façon d'être. Parce qu'il ne faut pas être inconvenant. Parce qu'il faut il faut collaborer à la société comme on vous dit qu'elle doit être. Je pense qu'il faudrait revenir à un système médical et hospitalier qui soit tourné vers le patient. C'est-à-dire que depuis Sarkozy, Hollande et Macron, il y a une destruction systématique, programmée, j'allais dire presque scientifique au niveau communication, une destruction du système hospitalier et une destruction du système de la médecine pour nous conduire à une médecine high-tech, une médecine informatique, une médecine à la fois business et informatique. Et il y a une volonté réelle de détruire le principe d'un médecin traitant, d'un médecin généraliste, c'est le principe des médecins pour les remplacer par des ordinateurs. Ce qui pour moi relève d'un délire pathologique. Ce n'est pas possible de faire ça. Et donc la première chose que je ferai en matière de médecine, c'est d'abord essayer de rétablir un système hospitalier qui fonctionne. Il faudrait rétablir un système. Je vais pas dire ça. Je veux dire, parce que c'est pas moi qui le ferai. Je veux dire, la première chose qu'il faudrait faire, c'est rétablir un système hospitalier qui fonctionne, arrêter de fermer des lits, en réouvrir d'autres, réintégrer les soignants, et quitter la T2A, la tarification à l'acte, qui est une catastrophe, et remettre un système qui est centré sur les patients et montrer surtout aux soignants qu'ils peuvent recommencer à avoir confiance dans le système hospitalier. Ça va nécessiter très probablement par le fait de mettre dehors, d'une certaine manière, la plus grosse partie de l'influence des laboratoires pharmaceutiques. Ça va être très compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui tiennent les cordons de la bourse. Donc, vous voyez un petit peu, c'est comme si dans le sud de l'Italie, vous dites on va mettre dehors la mafia, quoi. Ça devient un peu compliqué, mais vous me demandez ce que j'aimerais faire, je vous réponds. Qu'est-ce qu'on fait pour notre humanité? Chacun doit se positionner. Qu'est-ce que ça veut dire que ces médecins qui font des choix radicaux comme ça? Pourquoi des choix autant radicaux, jusque boutistes, que j'allais dire. Quand on a une famille à nourrir, des charges, une maison à payer, et qu'on fait le choix, quand même, d'arrêter du jour au lendemain, ça a été imposé, du jour au lendemain son activité, ça devrait poser question à tout le monde. C'est quand même qu'il y a des valeurs derrière, et qu'on devrait aller leur demander. C'est ce que vous faites, donc je vous remercie. Allez demander qu'est-ce que ces médecins-là ont dans leurs valeurs qui fait qu'ils ont fait un tel choix avec de telles conséquences. Et moi, je vous dis, j'ai pas eu les pires des conséquences, parce que moi, j'ai plus de charges, j'ai plus d'enfants à charge. Ça, je suis très contente de ne plus avoir d'enfants. Moi, parmi mes enfants, j'en avais un qui était sportif de haut niveau. Il y a 10 ans, 15 ans. J'aurais été obligée de le faire vacciner, sinon c'était toute sa carrière. Mais je me dis c'est horrible, mais heureusement que c'est pas arrivé 15 ans avant.
qu'est-ce que j'aurais fait? Le priver d'une carrière prometteuse ou le vacciner? Donc il y a des choix, mais vraiment des choix que les gens ont dû faire. Et moi, je suis admirative devant ces choix. Et c'est aussi pour eux que, voilà, pour montrer qu'on peut être dans la solidarité. Et donc il y a tout ce marketing social où, vous êtes gamin à l'école, 8 heures par jour assis sur vos fesses, à écouter la maîtresse. Pourquoi? Je sais pas. Et quand on vous dit, bah oui, mais j'ai pas envie d'y aller, bah oui, mais dans la vie, tu feras des choses que t'as pas envie de faire. Eh ben non. Faites pas ce que vous avez pas envie de faire. Le faites pas pour avoir un beau travail. On m'a dit, être médecin, votre carrière. Et ouais, je suis médecin, je gagnais une blinde, super. Et ça aurait dû me retenir, ça. Il y a quelque part, j'ai plus de gens, je suis sûr, qui m'ont dit, ah, c'est quand même beau d'avoir quitté tout ce que vous avez quitté. À moi, qui avait une situation confortable, qui gagnait plus que ce dont j'avais besoin, qui avait encore de quoi manger pour moi et ma famille. Et une aide-soignante qui, elle, avait à peine 10 € pour finir le mois. Des fois, on se dit que c'est moins extraordinaire ce qu'elle a fait. Pourquoi? Parce qu'elle, elle n'avait pas tout réussi dans le modèle de la réussite sociale. Si vous travaillez bien à l'école, eh ben vous pourrez aller à la fac. Si vous travaillez bien à la fac, vous pourrez avoir un bon métier. Si vous travaillez bien dans votre métier, vous gagnerez plein d'argent. Si vous gagnez plein d'argent, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc depuis 1 an et demi, je suis suspendu. On me demande souvent ce que je fais. Bon, je fais plein de choses, hein, c'est pas la question. Je me sens comme les retraités qui sont tout le temps occupés. Mais ce que je fais, je suis pas en train de courir après quelque chose. J'ai pas d'objectif. C'est sain de pas avoir d'objectif? On peut avoir des objectifs. Faut pas avoir des attentes démesurées. Je crois que l'attente vous déçoit forcément. Et l'espoir que vous pouvez mettre dans une attente finit par être déçu. Et au lieu de ça, aujourd'hui, je suis à me fier à la vie. À de l'abandon à la divine providence, ça veut dire ça. Ça veut dire j'attends de voir ce que la vie me donne. Et c'est beaucoup mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer, à chaque fois. Et puis, je vois bien qu'on n'est pas tout seul, hein, loin de là, de plus en plus. Hein. Ouais. J'ai encore vu, là, après mon petit message sur Twitter que j'ai fait hier, je suis passée sur Google comme ça et j'ai vu mon cabinet écrit en rouge, définitivement fermé. Et ça m'a quand même fait mal au cœur, donc j'ai mis cette photo-là sur Twitter. Mais il faut voir les messages de soutien que je reçois, de toutes sortes. Moi, j'en ai un cahier entier aussi quand j'ai arrêté, de mots, de petits courriers, de petites cartes de vœux, me disant je suis un citoyen anonyme, mais je vous soutiens. Donc il y en a de plus en plus. Donc on va y arriver, moi je suis sûre qu'on va y arriver. C'est pas de l'orgueil ni de la prétention, mais je suis tellement sûre qu'on est dans la vérité. Moi c'est ça qui m'importe, c'est la vérité, la liberté. Et voilà, on va gagner. On va gagner, mais c'est pas nous qui aurons gagné, c'est l'humanité. C'est l'humanité tout entière. Ouais. Voilà, donc un message d'espérance. Moi, j'y crois de plus en plus. Mais alors, allons sur quelque chose, tant que nous sommes sur ces sujets-là. Vous avez un nouveau mode de vie aussi. Vous avez commencé à en parler plus ou moins, mais quand on vit sans moyens, quelle vision on peut avoir par rapport comment est-ce qu'on s'organise? C'est du troc? Comment est-ce que vous voyez? Alors, déjà, ça fait longtemps que j'ai complètement décorrélé, séparé complètement mes moyens financiers de mon mode de vie. C'est ce qui m'a permis de faire des choix. Et ben justement, je dépense pas l'argent que j'ai en banque, pas parce que je suis pingre, mais je me suis jamais posé la question de savoir combien j'avais en banque pour savoir combien je pouvais dépenser. Je suis pas allé claquer des sommes monstrueuses dans des bagnoles, je suis pas allé claquer des sommes monstrueuses dans des voyages, parce que je me suis toujours posé la question de quoi est-ce que j'ai besoin. Enfin, en tout cas, de plus en plus, je me pose la question de quoi j'ai besoin. Et donc, ça fait déjà des années que notre mode de vie, parce que c'est un choix familial, hein, notre mode de vie est de plus en plus sobre, avec des réussites extraordinaires comme on mange pas de nourriture industrielle, ce qui fait qu'on n'a pas de déchets.
Les poubelles, on pourrait les sortir une fois tous les mois et demi, et ce serait largement suffisant. Vous êtes un mauvais citoyen dans la société économique actuelle où dans la on dit société qu'il faut... économique, c'est sûr. Ça, c'est pour au niveau de la médecine. Maintenant, au niveau de la société, je pense que la première chose fondamentale à faire, c'est mettre dehors la corruption. Alors là, ça va loin parce qu'il faut réformer le Conseil constitutionnel, il faut réformer le Conseil d'État. Ça fait beaucoup de choses. Et bien évidemment, la Commission européenne, puisque la Commission européenne, c'est le nid d'araignée de corruption, la Commission européenne, ce n'est que de la corruption. L'Europe, ce n'est que le champ d'action de la corruption. Donc on voit bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le savez mieux que moi. Donc on a un énorme problème de corruption qui gangrène la société française. Mais qui va pouvoir ou qui va oser faire ça ? Mais je pense que ça, c'est la question fondamentale. Et puis après ça, il faut retrouver au niveau national l'intérêt d'un pays ou l'intérêt de l'Europe. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'Europe. Il y a l'Europe des lobbies. Donc l'Europe des nations était une bonne idée, l'Europe des lobbies est une catastrophe qu'il faut vraiment chasser. Vous êtes vraiment dans un processus de ne plus collaborer avec l'État. Oui. Oui. Oui, je ne suis pas d'accord. L'État est contre les citoyens ? Ça dépend. Qui est l'État ? En tout cas, le pouvoir politique aujourd'hui n'est pas au service des citoyens, ça j'en suis certain. Du coup, les citoyens qui seraient dans votre proche de vos philosophies devraient se réorienter dans un système de vie indépendant vis-à-vis de l'État. Il faut se poser la question. Il y a beaucoup de gens qui ont théorisé ça, hein, c'est le principe de la désobéissance civile en fait. Hein. C'est de dire si vous n'êtes pas d'accord avec l'État, ne lui permettez pas de fonctionner. Et donc ça veut dire, mais je suis pas au bout de tout ça. Hein. Pour l'instant, je paye encore mes taxes foncières, je paye encore tout ça. J'ai la chance d'être propriétaire. Encore une fois, je le dis, je suis. Et donc oui, je pourrais aller plus loin. Il y a encore du travail. Mais petit à petit, il y a un glissement qui se fait où, au départ, vous commencez par vous dire je vais arrêter d'acheter des cordons bleu Père Dodu parce que, de toute façon, j'ai déjà fait la carte de France. Et puis après, vous vous rendez compte que, il y a un moulin pas très loin de chez vous. Alors, vous allez acheter des sacs de farine, au début 5 kilos, puis après 25 kilos. Et puis après, il y a une ferme à côté. Plutôt que d'acheter du lait en briques ou en boîte en plastique, vous allez, avec votre cocotte minute, chercher du lait 2 ou 3 fois par semaine. Puis du coup, vous vous mettez à faire votre fromage. Vous mettez à faire vos yaourts. Et ceux-là qui peuvent regarder, on imagine quand vous dites ça, c'est intéressant. Et du coup, on imagine les gens derrière leur écran qui vont dire « Oui, d'accord, la sobriété, on ne consomme plus, ça sert à rien. » Comment est-ce que vous déconstruiriez ceux qui pourraient se dire « Non, mais c'est trop loin de mon mode de vie. De quoi me parle Monsieur Palmer là ?» Il faut y aller petit à petit. La première fois que ma femme est arrivée en me disant « Regarde notre poubelle !» Et je lui ai dit « Quoi ? En une semaine, on a eu que ça ?» Elle dit « Non, 2 semaines !» J'étais joyeux, j'étais heureux, j'étais content, j'avais réussi quelque chose. Mais c'est arrivé par étapes. C'est du jour au lendemain, je me suis pas réveillé en me disant maintenant je vais prendre des douches froides et je vais arrêter de jeter quoi. Mais ces petites étapes quand vous les faites, c'est ça qui est dingue, c'est que tout ce plaisir qui va avec la société de consommation et on est dans l'exaltation du plaisir. Concrètement, vous avez une vie pourrie. On vous force à faire un métier que vous aimez pas, ou en tout cas on vous permet pas de le faire de la façon dont vous voudriez le faire quand vous aimez votre métier. Et la seule consolation que vous avez, c'est que ça vous permet après d'accéder à certains plaisirs. Mais le plaisir, c'est pas le bonheur. Et donc quand vous arrêtez de courir tout le temps après ce plaisir, et quand vous posez juste la question de quels sont mes besoins, la vraie liberté, hein. On a crié liberté en manif. Il y a une définition, pour l'instant, j'apprécie beaucoup de la liberté, et je m'arrête à celle-là pour l'instant, c'est la liberté, c'est la possibilité de répondre à ses besoins. Pas ses envies, pas ses pulsions. Si vous répondez à une pulsion, c'est déjà plus de la liberté, c'est de la servitude. Et la différence, elle est vraiment là, c'est qu'en fait, quand on répond à nos besoins, on sent une paix, une joie intérieure. On n'est pas en train d'essayer de combler un manque. On n'est pas en train de, fumer. J'étais fumeur avant. Fumer, c'est agréable quand on est dépendant. Si on n'est plus dépendant, ça n'a plus aucun intérêt. Mais n'empêche que ça nous enferme, ça nous lie. Ça nous bloque. On le sent qu'on n'est pas libre quand on est fumeur. Et d'ailleurs, quand on arrête de fumer pendant un temps, on se sent mal, on se sent pas bien parce qu'on a cette envie qui est là. Et puis après, on sent mieux.
On a l'impression qu'on voit à nouveau la vie en couleur alors que jusque-là elle était en noir et blanc. On est plus clair. Quand on arrête de regarder la télé, c'est la même chose. On arrête de regarder la télé. Au départ, ça nous manque un petit peu. Il est 20h50, oh, ça pourrait être le film, et puis j'y suis pas. Puis à un moment, on se rend compte qu'on est quand même beaucoup plus libre, beaucoup mieux comme ça. Et à chaque fois, il y a cette joie profonde. Et je crois que l'enjeu, c'est de pouvoir après témoigner. Je suis pas pour imposer aux gens. De toute façon, à partir du moment où on a une attitude non violente, on peut pas forcer les gens à nous suivre. Je peux pas leur dire. Le gouvernement a parlé de sobriété récemment. C'est pas de la sobriété ce qu'il nous propose, c'est du rationnement. Quand on dit aux gens consommez moins pour la sobriété, c'est pas ça la sobriété. La sobriété, c'est renoncer à du superflu. Et la sobriété, profondément, ça rend heureux. Et puis petit à petit, effectivement, on en enlève. Des fois, on en rajoute, mais petit à petit, on en enlève, je crois. Il y a cette histoire de Gandhi qui se rasait tous les matins, et un des derniers objets qui lui restait, c'était son miroir. Puis un jour, son miroir a cassé. Alors il s'est rasé son miroir. Là, c'est un idéal. Ça ne veut pas dire qu'on l'atteindra. Ça ne veut pas dire qu'on a cet héroïsme. Mais je crois que profondément, ce qui touchait toutes les personnes qui allaient voir Gandhi, c'était son bien-être, quoi. Il avait renoncé à beaucoup de choses. Renoncer à la viande, renoncer à la sexualité, il aurait pu avoir le pouvoir. Hein. Il voulait pas du pouvoir. Et dans ce nouveau modèle, d'ailleurs, vous espérez voir une forme de troc se développer aussi pour revenir à cette indépendance vis-à-vis de l'État. Comment est-ce que ça pourrait se mettre en place? Alors, mon monde idéal, moi, c'est de m'affranchir complètement de l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lancent des monnaies locales, des choses comme ça, et j'en suis même pas là-dedans. C'est-à-dire qu'une monnaie locale, c'est continuer à vouloir échanger des services. L'idéal, c'est, moi, je suis médecin, je sais soigner les gens, je donne des soins gratuits. Et je suis heureux de le faire. C'est ça qui est fabuleux, en fait. C'est que quand on donne, on est heureux de donner. Quand on vend, on est heureux d'avoir de l'argent. On est satisfait. Ça nous fait du bien d'avoir du pognon parce qu'on se dit que comme ça, on va pouvoir esclavager les gens, quoi. Globalement, c'est le principe. Hein. C'est quand j'aurai de l'argent, les autres feront ce que je veux. Sauf que quand vous donnez complètement gratuitement, vous êtes content et vous avez non pas la certitude, mais vous avez quand même la sécurité de vous dire que le jour où vous aurez besoin de quelque chose, il y aura quelqu'un pour vous le donner. Quand on vient à l'abandon, à la divine providence, le principe, c'est ça. C'est de se dire que de toute façon, tout viendra quand j'en aurai besoin. Moi, je vous soigne, vous êtes électricien, j'ai besoin d'un coup de main, vous me le donnez. Ou voire même, moi, je soigne un électricien qui a besoin d'un plombier, qui a besoin d'un médecin, et ça fait un beau petit cercle, quoi. Et en fait, on se poserait plus la question. Alors, dans un fonctionnement, je veux dire, non, le monde, l'utopie, ça va pas arriver du jour au lendemain comme ça. Mais je pense qu'à petite échelle, on peut le faire. Parce que c'est un des problèmes, c'est que on est dans des grands ensembles aujourd'hui. On est un grand pays qui n'a plus de sens finalement. Et à côté de ça, la personne qui est à côté, on la regarde même pas. Est-ce que vous saviez que la petite vieille à côté qui vit avec ses chats, en fait, elle est prof de maths et qu'elle pourrait donner des cours particuliers à vos enfants, qu'elle serait même heureuse de le faire parce qu'elle vit toute seule. Est-ce que vous le savez ça? En fait, non, vous le savez même pas. Est-ce que ça a besoin d'être fait essentiellement à large échelle? Comment est-ce que ça peut être appliqué, même à long terme, dans une société comme en France? Est-ce que toute la France pourrait être sur du troc aujourd'hui? Comment vous voulez changer le monde? Il y a une seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Alors commencez et ça donnera envie, parce que les gens verront que vous êtes heureux comme ça. Il pourrait se faire du pognon, au lieu de ça, il aide les gens. Puis il a l'air bien. C'est chouette. Docteur Grégory Pamard, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Merci. Merci beaucoup à vous et pour le travail que vous faites pour garder la liberté de l'information, et on est tous à soutenir François.